bonsoir à tous. À la une de ce journal, le vent de la contestation anglophone tire ses origines de la dégradation des infrastructures routières dans le nord-ouest. Le fameux axe Bamenda-Babadjou est en très mauvais état et toutes les activités économiques sont tombées en ruine le long de cette route. Les promesses du gouvernement n'ont pas été concrétisées jusqu'ici et la colère des populations s'amplifie de jour en jour. À peine le train de la rentrée scolaire a quitté la gare que les premiers dysfonctionnements perturbent déjà l'encadrement des élèves entre l'insuffisance du personnel enseignant, la vétusté des infrastructures et le piteux état des voies d'accès à certains établissements publics. L'année scolaire s'annonce bien difficile dans plusieurs localités du Cameroun et vous le verrez dans ce journal, une incursion dans les cantines scolaires où la cuisson et la préparation des aliments prêtent déjà à confusion et inquiètent de nombreux parents d'élèves. Merci de suivre cette édition complète de l'information sur Equinox Télévision. Cette colère des populations qui s'amplifie de jour en jour dans le nord-ouest, malgré les promesses du gouvernement, l'axe Bamenda-Babadjou n'a pas encore été réhabilité. Du coup, c'est un véritable calvaire. La route est en très mauvais état et toutes les activités économiques sont tombées en ruine le long de ce fameux axe Bamenda-Babadjou. C'est un grand reportage signé Stella Bou et Eric Martial Ndiomo. Des nids de poules à perte de vue, pas le moindre mètre sans rencontrer sur cet axe routier des crevasses qui rivalisent de profondeur et d'épaisseur. Nous sommes sur la nationale numéro 5 et sur le tronçon dit de tous les calvaires entre Babadjou et Bamenda. La vitesse des véhicules frôle le fond des minima. Il faut pas moins de 3 heures de temps aux automobilistes pour effectuer le trajet d'une quarantaine de kilomètres seulement. Les activités commerciales le long du tronçon ont quasiment cessé. La route est détruite. Regardez un atelier comme ça. Rien ne marche. Le copeau qui était là avant, c'est tout détruit. Les cercles, tout gâté. Parce que la route est presque gâtée. Donc nous sommes déjà perdus, nous sommes calés, comme vous nous voyez. Donc rien ne donne. Le business, rien ne donne. Vous parlez comme ça, regardez vous-même. Les ateliers, tout ce qui était là, on nous vend pour quelque chose. Ça c'est comme ça un grand marché. Rien ne donne. Le marché de Bamendousso. Par semaine, on peut vendre même deux classeurs, même 5 lits, 10 lits parfois. Mais actuellement, même en 2 mois, on va quand même un lit, on vend que par hasard. La zone a la particularité d'avoir des terres très fertiles. Les fruits du travail de la terre y sont abondants, mais leur écoulement vers les grandes villes est problématique. La route est vraiment impraticable, on ne fait que renverser des voitures. Nous supplions vraiment le gouvernement à penser à nous et vraiment de mettre pour l'appui parce que ça ne va pas du tout. Ça ne fait pas de cela une semaine que j'ai renversé le camion ici en bas pour la mauvaise état de route. Et Santa que nous sommes, c'est le grenier de tout le Cameroun. Regardez les vivres frais. On nourrit comme ça tout le Cameroun là. Et sans état de route, on ne peut pas y arriver. Les véhicules s'abîment et ça ne donne pas. Cela fait pourtant plusieurs années que l'asphalte a commencé à se creuser par endroits sur le tronçon Babadjou-Bamenda. Progressivement, les nids de poules qui grandissent au fil des mois ont pris cette route en otage, kilomètre après kilomètre, sous le regard complice des autorités. Et depuis peut-être environ 2015. Les conducteurs de mototaxis lassés par la situation ont préféré pour beaucoup fuir les villages environnants.
Ceux restés sont obligés de faire de la surenchère aux passagers. Selon l'état de la route, nous avons même refusé de payer les impôts ici, toujours à cause de la route ici. Vous comprenez? Le transport, avant on prenait les gens d'ici tout manquait à 100. On a décidé que c'est 200 ou rien. Vous voyez? Parce qu'on avait d'abord dit qu'on va vous donner ça en 2016. 2016 est arrivé, on a renvoyé à 2018. Actuellement, ils sont là presque à la fin de l'année. Les gens nous disent toujours qu'on va vous donner le projet en cours. Les chauffeurs de voitures de tout calibre broient du noir au quotidien sur cette route. Il faut souvent s'arrêter carrément en situation de croisement. La durée de vie des véhicules prend un sacré coup. Les passagers ne sont pas en reste. Temps, argent, tracasseries corporelles, tout y passe. Je viens de Yaoundé, je vis en Allemagne. Je suis arrivé ce matin pour voir mes partenaires en affaires. Mais chose curieuse, ma voiture est au garage à cause de la mauvaise situation de la route. Et je me demande qui doit s'en occuper. Étant à Bamenda, je constate également que la situation est pareille. Et je ne sais pas. Je suis actuellement en route pour l'hôpital, puisque la situation de la route a tout bouleversé mon système. Donc je ne sais pas. Est-ce qu'on doit appeler les autorités, le pouvoir public? Qui est responsable pour tout ça? De façon sporadique, des palliatifs sont trouvés par les populations. Ici, ce groupe de jeunes s'est organisé pour rembler quelques trous sur la chaussée à l'aide de pierres. En reconnaissance de leurs efforts, les automobilistes leur jettent au passage quelques pièces de monnaie. Ces palliatifs temporaires sont d'une ampleur malheureusement infime, vu l'étendue de la dégradation. Les populations et les usagers vivront ce martyre pendant près de 2 ans encore, le temps que s'achèvent des travaux de réaménagement engagés il y a peu sur le tronçon. Au-delà de ces infrastructures routières dégradées, la gendarmerie nationale a mené son enquête sur les routes accidentogènes au Cameroun. Il en ressort une grande responsabilité humaine à travers la recrudescence des infractions commises sur la route nationale numéro 3, la surcharge des véhicules appartenant à des transporteurs clandestins, également des chauffeurs ne disposant d'aucun permis de conduire, autant d'infractions qui augmentent le risque d'accident sur les routes au Cameroun. Reportage Gizogo. Sur la route pendant cette période de rentrée scolaire, le secrétaire d'État à la Défense, chargé de la gendarmerie et ses collaborateurs immédiats veillent au grain. Sur la nationale numéro 3, une halte à Pouma permet d'aller au-devant de la réalité. C'est parce que vous étiez en surcharge que vous ne voulez pas vous arrêter. Vous n'aviez pas quoi? Quelles sont les fautes que vous reconnaissez avoir? Non, ma faute, je sais que non, je suis quand même en surcharge. Et que maintenant, j'ai refusé maintenant de m'arrêter. Le constat fait est celui des délits de plus en plus nombreux sur la route. Nous avons remarqué une recrudescence des infractions à la circulation routière. Nous avons surtout déploré une augmentation du transport clandestin. Transport clandestin qui est accompagné des surcharges, de la conduite par des personnes peu habilitées à le faire et des véhicules qui n'ont pas les pièces légales indiquées pour faire ce transport. Résultat, comme vous le constatez vous-même, il y a beaucoup d'accidents
circulation avec le nombre de morts dans la mesure où ces véhicules qui assurent le transport clandestin font des surcharges de personnes et de bagages et lorsqu'un accident se produit, évidemment, il y a beaucoup de morts. Ce qui amène à envisager de durcir la répression face à ces manquements. Nous allons faire des propositions à notre hiérarchie allant dans le sens d'augmenter les sanctions à infliger aux chauffeurs qui assurent la mauvaise conduite. Car nous constatons que malgré tout ce qui est fait, il n'y a pas encore une réelle prise de conscience sur la dangerosité de la route. Ces feux ne sont pas adaptés et ils utilisent ça, ça cause beaucoup d'accidents la nuit. C'est ça qui pousse beaucoup de chauffeurs, ils n'arrivent plus à voir et éventuellement, ça les envoie en plus. Cette action est accompagnée par les syndicats de transport routier. C'est une bonne initiative et puis nous sommes nous-mêmes d'abord concernés sur le terrain de telle manière qu'en ce moment nous sommes en train de sensibiliser les concernés pour leur dire de diminuer la vitesse, de ne pas faire le surcharge pour qu'on comprenne le CED pour diminuer les accidents. Vous savez que le but de ça, c'est les accidents qui ont amené à faire ça. Et puis on se dit qu'à la longue, on va continuer, on ne va pas arrêter. On a eu 15 morts hier. Bonjour. On a eu 15 morts à côté hier. Au regard du bilan lourd enregistré ces derniers jours sur nos routes, il va sans dire qu'il y a encore du pain sur la planche pour la prévention routière et le secrétariat d'État à la défense chargé de la gendarmerie. Et vous le savez, des centres agréés de contrôle automobile sont souvent incriminés au lendemain des accidents mortels impliquant des véhicules dotés d'un certificat de visite technique. Les mises en cause clament leur innocence et déclarent une guerre contre la prolifération des faux documents de visite technique utilisés pour tromper la vigilance des forces de l'ordre. Les responsables de ces centres ont peaufiné une stratégie visant à réduire le taux d'accidents liés aux défaillances techniques au Cameroun. Reportage Flavien Valondongo. Nos routes, des véhicules circulent sans certificat de visite technique et en toute quiétude. Le danger, c'est qu'ils roulent parfois comme ça, là, sous le regard des forces de l'autorité. Je vais parler des policiers. Il suffit qu'on leur donne un peu d'argent pour les corrompre et puis on les laisse rouler ainsi. Corruption. La pratique du phénomène permet de constater que certains de ces véhicules disposent de faux certificats de visite technique, parfois délivrés dans des structures agréées, mais à travers des voies obscures. Il y a le chemin qui vous permet d'aller par des couloirs qui ne sont pas très droits, par la corruption, où on vous délivre un certificat technique qui n'est pas tout à fait normal, et vous pouvez circuler avec. Les patrons ne sont pas toujours au courant. C'est parfois un business interne qui ne regarde que les employés qui sont dans la structure. Quand tu arrives peut-être au pont pour faire ta visite technique, tu vois le dossier en main, peut-être 5, 6, lentement il dépose. Après on sort le livre même avant vous. C'est pour remédier à tous ces désagréments que des contrôleurs techniques, des centres de contrôle technique sont à l'école de l'harmonisation des connaissances à Douala. Il ne faut pas que quand il y a un accident sur les axes routiers, que nous nous sentons concernés par quoi que ce soit. Il faudrait que chacun fasse efficacement son travail. Et c'est pour ça que nous les formons. Et nous leur disons qu'ils ont la lourde responsabilité de vérifier ces véhicules que les Camerounais utilisent et qui rentrent dans nos centres au quotidien. Parce que dans tous les pays du monde, le contrôle technique ne peut pas être efficace quand il n'est pas accompagné par les forces de maintien de l'ordre. L'initiative, qui est à son 6e rendez-vous, permet de réduire des défaillances techniques très souvent à l'origine des accidents de la circulation. Nous leur disons tous les jours, et nous allons continuer à leur dire, que tant qu'il y aura un seul mort sur les axes routiers et que la cause sera un dysfonctionnement technique, notre mission ne sera pas achevée. Je suis sûr que d'ici bientôt, vous allez remarquer que beaucoup de véhicules qui circulent dans nos routes et qui sont à l'origine de l'hécatombe vont pouvoir disparaître à notre niveau. Les participants à la formation venus des différentes régions du pays ont pris l'engagement de contribuer à la réduction, voire des hécatombes enregistrées sur nos axes routiers.
Dans le reste de l'actualité, l'année scolaire 2017-2018 se présente à plusieurs vitesses au Cameroun, alors que plusieurs établissements ont déjà démarré de façon effective les premiers cours. Il y a des collèges d'enseignement secondaire public qui manquent sérieusement d'enseignants. Pourtant, depuis de nombreuses années, ils sont affectés dans les CETIC situés dans le département d'Union et Kélé, mais aucun ne s'est présenté, au grand désarroi des responsables de ces établissements, mais aussi des élèves qui n'ont pas d'enseignants dans le département d'Union et Kélé. Reportage Joël Niem et Gladys Sidier. Pour la rentrée scolaire 2017-2018, le préfet d'Union et Kélé a fait le tour de quelques établissements pour s'assurer de l'effectivité du début des enseignements. La prise de contact avec les enseignants et les élèves s'est faite de manière sereine. The white colonial masters were as poor and as weak as we were, right? Yes. Okay. Les élèves sont présents, ainsi que les enseignants. Il faut de constater que partout d'ailleurs où on est placé, la rentrée est effective, bien que étant un tout petit peu timide dans d'autres écoles. Les résolutions de la nouvelle année scolaire ont été véhiculées par plusieurs chefs d'établissement avec un accent mis sur la discipline. Une sérénité et une bonne ambiance de rentrée scolaire dans le centre-ville qui contraste avec la situation dans les localités reculées des ECA. On nous a affecté les enseignants ici qui sont toujours absents. Leur esprit voudrait qu'on construise de belles maisons, on construise leur habitation personnelle pour qu'il y ait un reste. Nous avons des élèves qui errent un peu partout de cette façon-là. Errent. D'autres quittent Mapan pour aller à Ezeka, Borsor, Bourkele, ainsi de suite. À Bioura ou à Makak, par exemple, plusieurs établissements créés depuis des années n'ont jamais eu de personnel enseignant. Dès qu'on a des élèves, les élèves viennent, les élèves chôment. Il n'y a pas d'enseignants. Le premier directeur qui avait ouvert la dite CETIC avait bien fonctionné. Mais une malchance pour nous. Ils l'ont enlevé et envoyé ailleurs. Les multiples requêtes formulées par les populations à l'endroit des autorités compétentes n'ont pas porté des fruits. Alors que des milliers d'élèves et écoliers ont repris le chemin de l'école ce 4 septembre 2017, le tableau est bien sombre pour d'autres qui attendent impuissants une prompte réaction des pouvoirs publics. À peine le train de la rentrée scolaire quitte la gare que plusieurs villes du Cameroun enregistrent pareil dysfonctionnement. C'est le cas à Tchang, dans le département de la Menoie. Là-bas, plusieurs établissements scolaires publics sont confrontés à une insuffisance de personnel enseignant, mais aussi la vétusté des infrastructures devant accueillir les élèves et enseignants. Également, le piteux état des voies d'accès à certains établissements scolaires publics dans la ville de Tchang. C'est le constat que font Leclerc Sakem et Julienne Berthe-Bissaille. Les carillons de la rentrée scolaire ont déjà sonné au lycée bilingue de Tchang, dans le département de la Menoie. Ici, les élèves indisciplinés sont obligés de se conformer aux normes pour avoir accès dans l'enceinte de l'établissement scolaire. Le manque d'infrastructures devant accueillir ces élèves et le déficit en personnel enseignant angoisse les responsables. Nous avons beaucoup de difficultés, au rang desquelles le manque de triade des salles de classe et ensuite le redéploiement de près de 24 professeurs. Quand je dis le déploiement, ailleurs, on a fait affecter 24 enseignants du lycée bilingue ailleurs. Et pour le moment, nous faisons tout pour résorber ce déficit. Et quand je dis tout, c'est le recrutement des vacataires. Dans tous les cas, la rentrée, elle se prépare avec sérénité. Et nous pensons que malgré les difficultés, nous allons réussir. Autre préoccupation et pas des moindres, cette fois-ci au lycée d'Atoshi, c'est les parents qui traînent le pas pour inscrire leur progéniture. L'état des routes qui mènent dans cet établissement scolaire n'est non plus un facteur encourageant. La difficulté majeure que nous avons ici, c'est la route. Tout le personnel vit en ville, compte tenu de la proximité
Mais l'état de la route, n'est-ce pas, vous l'avez vu, vous êtes passé par là, n'est pas de nature à faciliter les choses. Mais nous ne décourageons pas. Nous faisons des efforts pour être là à l'heure. Ce sont des instructions et nous avons entrepris avec les surveillants généraux, n'est-ce pas, d'amener les élèves à ranger les tronçons des routes qui sont encore arrangeables pour faciliter, n'est-ce pas, l'accès au lycée. C'est faisable et nous y attellerons fermement. Quoi qu'il en soit, le train de la rentrée scolaire est déjà en marche dans le département de la Ménois. Au lendemain de la rentrée scolaire, l'une des plus grandes inquiétudes des parents, c'est l'alimentation de leurs enfants dans les cantines scolaires. Malgré les assurances des chefs d'établissement, l'on note que les menus sont préparés puis conservés dans des conditions douteuses, ensuite proposés aux élèves sans aucun respect des règles élémentaires d'hygiène, de quoi exposer les enfants aux maladies hydriques et maladies gastriques. Nos reporters Emmanuel Diop et Marcelin Gansop ont pris leur pause déjeuner avec des élèves dans plusieurs cantines scolaires à Yaoundé. Reportage. C'est l'heure du goûter dans une école privée de la capitale. Des bouts de choux sont confortablement installés, chacun devant son plat, dans une cantine bien aménagée, loin des intempéries. Vous savez, avec les enfants, ça n'a jamais été facile. Il faut céder aux caprices, il faut aller, mais ça va quand même. Bon, c'est vrai, il y en a qui ne mangent pas trop. Bon, il y en a qui mangent vraiment, qui vident les plats et puis ils en redemandent. On fait des menus, donc un menu par jour pendant une semaine. Bon, on essaie de gérer, c'est vrai, tout ne plaît pas à tout le monde, à tout enfant. Dans une autre école, située non loin de là, le constat est le même. Les élèves et les enseignants n'ont pas de souci à se faire. Une cantine propose de quoi manger aux différentes pauses. Déjà qu'il n'y avait pas de cantine l'an dernier, alors ça a été instauré cette année. C'est depuis ce matin quand même que j'ai beaucoup de mamans qui viennent prendre les goûters pour leurs enfants et tout et tout. Déjà, c'est mon domaine. Je fais dans ça, je fais hôtellerie. Du coup, je suis mon cours. Il n'y aura aucun souci. Dans la capitale, plusieurs établissements scolaires disposent de cantines. Mais les portes ne sont pas ouvertes aux premiers venus. Nous recevons des offres de services et nous choisissons la meilleure. Comme actuellement, là, nous travaillons avec EcoFoods. Ils nous offrent des services de qualité, la bonne nourriture, hygiénique, diététique pour les enfants. Il y a beaucoup de documents agréés par le ministère de la Santé. Ils nous présentent ça pendant les autres services et on vérifie si c'est authentique. Nous prenons les dispositions hygiéniques nécessaires. Déjà, la cantine est conçue par nous-mêmes et on l'a fait assez propre. Ce qu'on prêche ici, c'est que la propreté est la règle élémentaire. Donc c'est déjà propre et à la dame elle-même, on lui recommande d'avoir un certificat médical. Ça, c'est d'abord légal. On surveille sa façon de faire. Donc ces repas doivent être protégés. On les met dans les assiettes couvertes. Même le pain qu'elle vend, elle doit être protégée. En bonne mère de famille et consciente des risques de leur activité, les tenancières de ces cantines s'assurent de la qualité des aliments proposés aux consommateurs. Les chefs d'établissement veillent également au grain et ne manquent pas de faire des rappels à l'ordre lorsque les dérapages sont constatés. Personnellement, j'y veille que tout ce qui est vendu là-bas soit propre. Et même pour les enseignants, parce que si l'enseignant n'est pas en santé, la classe est vide et ça fait problème. Bon, on peut avoir des petits accrochages parce que peut-être l'enfant a sauté la journée sans manger, mais c'est des cas rares. À Yaoundé, tous les établissements scolaires ne disposent pas d'une cantine. Certains chefs d'établissement laissent le soin aux parents d'assurer eux-mêmes le goûter de leur progéniture. Ceux qui ont eu l'idée d'ouvrir des cantines ont dû les fermer à cause des plaintes des parents. Dans le reste de l'actualité, l'une des curiosités du redéploiement des sous-préfets au Cameroun, c'est le jeu de chaises musicales effectué dans le département du Vouri. Les sous-préfets de Douala 1er, 4e et 5e ont été mutés dans ce même triangle, de quoi susciter des inquiétudes chez la classe politique, notamment celle de l'opposition. Reportage Mitterrand-Dam et Étienne Pascal Azégué. Depuis le 4 septembre 2017, 3 arrondissements sur les 6 que compte le département du Vouri ont de nouvelles autorités administratives à leur tête. Il s'agit notamment de l'arrondissement de Douala 1er, de Douala 4e et de Douala 5e.
Il y a certes eu changement de poste, mais ce sont des visages et des noms qui sont bien familiers aux populations de la ville de Douala. Une certaine classe politique de Douala trouve suspicieux ces jeux de dames survenus entre autorités administratives de la capitale économique. Ça rend un peu ce mouvement suspicieux au niveau de la ville. Pourquoi on enlève les mêmes, mais on ne les sort pas de la ville, on leur change plutôt d'arrondissement et ensuite on conserve dans la ville des sous-préfets qui sont appelés à faire valoir leur droit à la retraite. Une autre opinion, toujours politique, voit plutôt en ce changement d'hommes des dispositifs stratégiques en vue des prochaines échéances électorales, notamment dans la ville poumon économique du Cameroun. Je pense qu'en tant qu'acteur politique, en tant qu'homme politique, que cela augure déjà une certaine préparation de certaines échéances. Nous savons tous que 2018 était une année électorale. Donc, même comme les chefs d'État n'interviennent plus dans le processus électoral, mais quand même, n'en demeure pas moins que c'est à eux d'assurer toute la sécurité pendant ces temps-là. Jean-Marc Ekwambarga, qui parle de l'arrondissement de Douala 1er pour l'arrondissement de Douala 4e, et Jean-Marie Tchakui, qui prend les rênes de l'arrondissement de Douala 1er en provenance de l'arrondissement de Douala 5e, affirment que le poste change certes, mais les défis restent plus ou moins les mêmes. C'est le même environnement. Donc nous ne serons pas très dépaysés parce que nous restons dans la même ville et nous allons continuer à bénéficier de l'encadrement de la hiérarchie pour pouvoir donner le meilleur de nous-mêmes à Douala 1er où nous sommes désormais appelés à servir. Vous savez qu'en matière de commandement territorial, chaque unité administrative a ses spécificités. Ça fait donc que même si les attributions de l'autorité administrative demeurent les mêmes, il reste quand même qu'à chaque unité administrative, il y a des spécificités. Et je crois que je sais déjà par quel bout je vais commencer à Douala 4e. Si, dans l'arrondissement de Douala 4e, le problème des bouchons, dû aux travaux actuellement en cours sur le pont du Vouri, reste préoccupant, dans l'arrondissement de Douala 5e par contre, où officie désormais Bakoma Zakios, en provenance de l'arrondissement de Douala 4e, il faudra mettre de l'ordre dans l'installation des débits de boissons, sans toutefois oublier la prostitution et le grand banditisme qui ont pratiquement fait leur lit dans cet arrondissement, tout comme partout dans la ville de Douala. Les statistiques des inscriptions sur les listes électorales sont connues. Pour cette année 2017, environ 285 000 jeunes de moins de 35 ans ont été enregistrés sur le fichier électoral. Ce chiffre représente 70% des nouveaux inscrits au cours de la période de révision des listes électorales entre le 2 janvier et le 31 août 2017. Et la région du Centre a enregistré le plus grand nombre d'inscrits sur les listes électorales. Selon Elecam, ils sont environ 113 000 nouveaux électeurs dans la région du Centre. C'est pratiquement le double de citoyens inscrits sur le fichier électoral dans la région du littoral. Et à l'international, le climat est de plus en plus tendu entre l'opposition et le pouvoir au Gabon. On note que Jean Ping et d'autres leaders de l'opposition sont interdits de sortir du territoire. Leur dernier meeting a même failli dégénérer en affrontement entre les forces de l'ordre et des militants pro-Ping. Des précisions avec Hervé Kemier dans ce reportage. Jean Ping, qui incarne l'opposition farouche au régime gabonais, et plusieurs autres leaders de l'opposition ont été interdits de sortir du territoire en réponse à ce que les autorités gabonaises qualifient d'appel aux troubles à l'ordre public, a indiqué le porte-parole du ministère de l'Intérieur. Selon le gouvernement gabonais, cette mesure est consécutive aux propos jugés séditieux de Jean Ping tenus le 18 août dernier quand il appelait aux troubles à l'ordre public et à la rébellion, à l'insurrection populaire jusqu'à la chute de l'actuel président Ali Bongo Dimba. Un message public musclé qui a été très mal apprécié par les autorités gabonaises. Lundi, un nouveau rassemblement des partisans de Jean Ping a été de nouveau dispersé par les forces de sécurité à Libreville, la capitale gabonaise. Alors qu'ils commençaient une marche vers l'aéroport, ces manifestants avaient attendu en vain le leader de l'opposition gabonaise, Jean Ping. Face à cette nouvelle poussée de fièvre, le pouvoir gabonais se radicalise en annonçant des mesures conservatoires qui visent Jean Ping et ses alliés. L'on note que Jean Ping n'a pas eu la même chance que le principal opposant au Kenya, Raila Odinga, après avoir obtenu cette invalidation de la victoire à la présidentielle de Uhuru Kenyatta.
Il dénonce aujourd'hui la date retenue par la commission électorale pour à nouveau appeler les électeurs à choisir entre le président sortant kényan Uhuru Kenyatta et son principal challenger Raila Odinga. Comment en est-on arrivé là au Kenya? Élément de réponse avec Carlos Minoué et Mirabel Mazo. L'appel à la paix lancé par le président sortant Uhuru Kenyatta semble avoir eu un écho favorable parmi ses partisans. Il s'exprimait ainsi au lendemain de l'annulation du scrutin du 8 août dernier qui avait consacré sa réélection à la tête du pays avec plus de 54% de suffrages exprimés en sa faveur. Uhuru Kenyatta n'a pas manqué dans sa sortie de critiquer vertement la Cour suprême qui a invalidé le scrutin sur la base des éléments contenus dans la requête déposée par son adversaire Raila Odinga. Rappelons que la Cour suprême a pris en compte les nombreuses irrégularités observées dans le travail de la commission électorale. La commission électorale épinglée par la Cour suprême, des réaménagements devraient être apportés dans sa composition pour assurer plus de neutralité lors de la nouvelle élection censée se tenir d'ici le 30 octobre prochain. Mais Uhuru Kenyatta a déjà prévenu, il exclut tout remaniement en profondeur de cette commission électorale. La décision de la Cour suprême kenyane, qui est historique en Afrique, remet sur la ligne de départ Kenyatta et Odinga, candidats malheureux au présidentiel de 1997, 2007 et 2013. Raila Odinga croit tenir cette fois-ci le bon bout. Il est déjà relancé dans la campagne électorale et pour ses partisans, le spectre d'une victoire au finish plane plus que jamais. Vous venez de suivre un reportage d'Éric Marcel Njomo sur les enjeux de la reprise de cette élection au Kenya et Raila Odinga, principal opposant qui conteste la nouvelle date choisie par la commission électorale, estimant qu'il n'a pas été consulté avant le choix de cette date. Mais toute l'Afrique continue de saluer cette décision historique de la Cour suprême du Kenya, laquelle a invalidé la victoire à la présidentielle de Uhuru Kenyatta. Elle démontre que la justice et le droit sont des instruments qui peuvent construire la démocratie sur le continent africain. Mais l'Afrique centrale pourra-t-elle un jour s'inspirer de ce modèle kényan, elle qui est dirigée d'une main de fer? Élément de réponse dans ce reportage signé Gizogo. La décision de la Cour suprême kenyane d'annuler les résultats de l'élection présidentielle suscite des réactions parmi les analystes. Pour le docteur Christian Pout, internationaliste, il faut y voir le droit au service de la politique et de l'apaisement. Le Kenya a connu en 2008 un épisode très douloureux de violence post-électorale. Cette élection de 2017 s'est passée vraiment sous haute tension en rapport avec ce passé que personne n'a oublié. Et la décision de la Cour suprême du Kenya doit s'inscrire donc dans ce cadre-là où finalement c'est le droit, non seulement au service du droit mais surtout au service de la politique pour viser l'apaisement et faire en sorte que l'édifice démocratique dans ce pays se consolide. Une issue qui appelle les acteurs politiques à prendre de la hauteur face aux enjeux. Le président qui est encore en exercice, le président Uhuru, doit se montrer au-dessus de la mêlée et garder cette posture de garant du fonctionnement des institutions, y compris de la justice. Il y a un délai qui a été donné, c'est celui de 60 jours. Il faudrait maintenant, quoi que cela coûte aux uns et aux autres, qu'on aille sereinement vers cette deuxième étape. Parce qu'il vaut mieux être bien élu plutôt qu'être mal élu et mettre le pays à la merci des casseurs et de toutes les violences post-électorales. Par ailleurs, cette sortie de la Cour suprême kenyane sur le terrain de la comparaison consacre le retard de l'Afrique francophone en la matière. Les pays africains ne sont pas logés à la même enseigne en termes de démocratie. Et il ne faut pas que nous confondions processus électoral et processus démocratique. On a une démocratie en Afrique francophone qui est en consolidation, mais on est encore très loin des standards internationaux. Et il faudrait que la plupart de nos pays en prennent conscience et travaillent sereinement à bâtir la crédibilité des processus électoraux et en particulier de l'élection présidentielle. Il reste néanmoins que ce précédent pourrait faire tache d'huile jusqu'en Afrique francophone, justement. Le précédent que vient d'instaurer la Cour suprême kenyane va faire tache d'huile et va faire réfléchir non seulement les constitutionnalistes, mais aussi tous ceux qui s'intéressent à la chose politique sur le continent africain. Et il peut arriver effectivement que dans une démarche de mise du droit au service de la politique et surtout au service de l'intérêt général, que l'exemple kényan, dans les années qui viennent, inspire
d'autres juridictions ou d'autres cours constitutionnels à travers le continent africain et en particulier en Afrique francophone. Autant prévoir de nouveaux soubresauts politiques en Afrique dans les jours à venir. Ces propos suscitent de vives polémiques dans les milieux du football, mais également sur les réseaux sociaux. Hugo Broos, le sélectionneur des Lions Indomptables, désigne Vincent Aboubakar et Christian Bassogok comme les principaux responsables de la débâcle des Lions Indomptables. Christian Bassogok, meilleur joueur de la CAN Gabon 2017, n'a plus jamais convaincu à travers ses contre-performances. Et Vincent Aboubakar considéré comme le roi de l'égoïsme, selon Hugo Broos. Un déballage intervenu après l'élimination du Cameroun dans la course pour le mondial Russie 2018. Des précisions avec Joël Essengé et Ike Cyril. Le fait que ça change beaucoup au Cameroun, c'est pas notre faute. Hugo Broos fait le déballage après l'élimination du Cameroun. Le sélectionneur des Lions Indomptables commence par tirer à boulet rouge sur Christian Bassogok. Christian doit être conscient qu'il doit changer sa manière de jouer. C'est prévisible. Si moi j'aurais 40 ans plus jeune, jamais de sa vie, jamais de sa vie. Parce que je sais qu'est-ce qu'il va faire. Tout le monde sait qu'est-ce qu'il va faire. Donc si Christian va être conscient qu'il ne doit pas toujours commencer ballon au pied et courir, il voit une variation dans sa manière de jouer. Encore une fois, tu as vu, il est rentré, mais il fait exactement la même chose. Donc, on va devoir lui apprendre ça. Christian Bassogok a pourtant été sacré meilleur joueur de la CAN 2017 remporté par le Cameroun. Mais pour Hugo Broos, il s'agissait d'un feu de paille. C'était la surprise à la CAN. Tout le monde Bassogok, personne ne connaissait Bassogok. Beaucoup d'équipes étaient surpris, mais les entraîneurs ne sont pas cons. Hein. Ils savent maintenant qu'est-ce qu'ils doivent faire. Et c'est facile. Tu mets un défenseur qui est aussi vite que Bassogok, et c'est déjà 50% moins. L'autre cible d'Hugo Broos, c'est Vincent Aboubakar. Le sélectionneur des Lions Indomptables qualifie son propre attaquant d'égoïste. Je pense qu'Abou a encore une fois compris qu'est-ce que je veux de lui. Parfois, il est confus sur le terrain, il perd beaucoup de ballons, et surtout, il pense toujours quand il a le ballon que c'est lui qui doit faire l'action. C'est pas toujours, et comme ça il perd beaucoup de ballons. Le technicien belge charge ses joueurs, mais lui-même digère mal les critiques formulées sur la manière dont il utilise ses joueurs. Quelque chose qu'on a admiré il y a 7 mois, on démolit tout à fait maintenant. On commence à raconter des conneries, mais vraiment des conneries. Et alors moi je me demande, est-ce que ça sont les Camerounais? Non. J'espère pas que ça sont les vrais Camerounais. Parce qu'ils tuent leur propre équipe. Ils mettent la pression sur tout le monde pour que ça change. Ils n'ont pas la patience d'accepter une fois un échec, ou 2 échecs. 7 mois après avoir remporté la CAN 2017 au Gabon, les Lions Indomptables du Cameroun sont à nouveau dans l'abîme. Le rêve de participer à la Coupe du Monde Russie 2018 a viré en cauchemar. Toujours dans ce chapitre, il travaille jour et nuit, sous la pluie et sous le soleil, pour construire le nouveau stade Omnisport situé à Japoma dans le 3e arrondissement de Douala. Les travaux de terrassement sont déjà achevés et les tribunes sortent déjà de terre. Le COCAN Cameroun 2019 a pu évaluer l'avancée des travaux sur ce stade destiné à abriter la CAN prévue au Cameroun dans 2 ans. François Dikoumen et Sylvestre Hippolyte Zangaou. C'est un cortège impressionnant de véhicules administratifs qui s'est ébranlé vers le chantier de construction du complexe multisport de Japoma. Le gouverneur de la région du littoral, le préfet du département du Vouri, les sous-préfets, les maires et les délégués régionaux dans le littoral, installés dans la ville de Douala, sont allés, en leur qualité de membres du comité local d'organisation de la CAN 2019, s'enquérir de l'état d'avancement des travaux. Sur place, c'est une surprise agréable qui les attend. Là où les espaces étaient vides il y a encore quelques semaines, se dressent désormais des fondations sur lesquelles les ouvriers élèvent peu à peu les tribunes. Les compartiments préfabriqués en Turquie sont disponibles sur le site et certains ont déjà été assemblés et formé la charpente, ainsi que les supports des gymnases qui doivent figurer dans le complexe.
Les camions transportant de la terre vont et viennent d'un bout à l'autre du site. Les différentes fondations, selon Léonard Tchakam, le coordonnateur de la mission de contrôle du chantier, sont réalisées à 20%. Mais le plus dur reste à faire. Les fondations doivent être complètement achevées fin octobre, mais la zone la plus compliquée qui est la zone ouest est achevée actuellement. Le premier plancher est fait, les poteaux, et le second plancher va suivre d'ici la fin de ce mois. Donc grosso modo, on travaille jour et nuit, 24 heures sur 24, il y a 2 équipes et nous comptons tenir les délais. La pluie, ce n'est pas un handicap, on s'organise pour ça. Le responsable de l'entreprise turque, maître d'œuvre, annonce la livraison de ce complexe multisport avant la fin du mois de septembre 2018. Before the end of September 2018, we are going to finish the stadium on time. Le rendez-vous est donc pris dans 1 an, soit 9 mois avant le coup d'envoi de la CAN 2019. Une mission de la CAF est annoncée au Cameroun dans le cadre de la mise en place de ce comité de normalisation à la Fédération camerounaise de football. Mesdames, messieurs, c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Ne manquez pas votre rendez-vous Parole de femmes, présenté par Julingue Nyondé. Bonne soirée sur Equinox Télévision. Ça cause beaucoup d'accidents la nuit. C'est ça qui pousse beaucoup de chauffeurs. Ils n'arrivent plus avant et éventuellement, ça les envoie en route. Cette action est accompagnée par les syndicats de transport routier. C'est une bonne initiative et puis nous sommes nous-mêmes d'abord concernés sur le terrain de telle manière qu'en ce moment nous sommes en train de sensibiliser les concernés pour leur dire de diminuer la vitesse, de ne pas faire le surcharge pour qu'on comprenne le CED pour diminuer les accidents. Vous savez que le but de ça, c'est les accidents qui ont amené à faire ça. Et puis on se dit qu'à la longue, on va continuer, on ne va pas arrêter. On a eu 15 morts ici hier. On a eu 15 morts à côté hier. Au regard du bilan lourd enregistré ces derniers jours sur nos routes, il va sans dire qu'il y a encore du pain sur la planche pour la prévention routière et le secrétariat d'État à la défense chargé de la gendarmerie. Et vous le savez, des centres agréés de contrôle automobile sont souvent incriminés au lendemain des accidents mortels impliquant des véhicules dotés d'un certificat de visite technique. Les mises en cause clament leur innocence et déclarent une guerre contre la prolifération des faux documents de visite technique utilisés pour tromper la vigilance des forces de l'ordre. Les responsables de ces centres ont peaufiné une stratégie visant à réduire le taux d'accidents liés aux défaillances techniques au Cameroun. Reportage Flavien Valondongo. Nos routes, des véhicules circulent sans certificat de visite technique et en toute quiétude. Le danger, c'est qu'ils roulent parfois comme ça, là, sous le regard des forces de l'autorité. Je vais parler des policiers. Il suffit qu'on leur donne un peu d'argent pour les corrompre et puis on les laisse rouler ainsi. Corruption. La pratique du phénomène permet de constater que certains de ces véhicules disposent de faux certificats de visite technique, parfois délivrés dans des structures agréées, mais à travers des voies obscures. Il y a le chemin qui vous permet d'aller par des couloirs qui ne sont pas très droits, par la corruption, où on vous délivre un certificat technique qui n'est pas tout à fait normal, et vous pouvez circuler avec. Les patrons ne sont pas toujours au courant. C'est parfois un business interne qui ne regarde que les employés qui sont dans la structure. Quand tu arrives peut-être au pont pour faire ta visite technique, tu vois le dossier en manque peut-être 5, 6. Lentement, il dépose. Après, on sort le livre même avant vous. C'est pour remédier à tous ces désagréments que des contrôleurs techniques, des centres de contrôle technique sont à l'école de l'harmonisation des connaissances à Douala. Il ne faut pas que quand il y a un accident sur les axes routiers, que nous nous sentons concernés par quoi que ce soit. Il faudrait que chacun fasse efficacement son travail. C'est pour ça que nous les formons. Et nous leur disons qu'ils ont la lourde responsabilité de vérifier ces véhicules que les Camerounais utilisent et qui rentrent dans nos centres au quotidien. Parce que dans tous les pays du monde, le contrôle technique ne peut pas être efficace quand il n'est pas accompagné par les forces de maintien de l'ordre. L'initiative, qui est à son 6e rendez-vous, permet de réduire des défaillances techniques très souvent à l'origine des accidents de la circulation. Nous leur disons tous les jours, et nous allons continuer à leur dire, que tant qu'il y aura un seul mort sur les axes routiers et que la cause sera un dysfonctionnement technique, notre mission ne sera pas achevée. Je suis sûr que d'ici bientôt, vous allez remarquer que
beaucoup de véhicules qui circulent dans nos routes et qui sont à l'origine de l'hécatombe vont pouvoir disparaître à notre niveau. Les participants à la formation venus des différentes régions du pays ont pris l'engagement de contribuer à la réduction, voire des hécatombes enregistrées sur nos axes routiers. Dans le reste de l'actualité, l'année scolaire 2017-2018 se présente à plusieurs vitesses au Cameroun, alors que plusieurs établissements ont déjà démarré de façon effective les premiers cours. Il y a des collèges d'enseignement secondaire public qui manquent sérieusement d'enseignants. Pourtant, depuis de nombreuses années, ils sont affectés dans les CETIC situés dans le département du Nion-et-Kélé, mais aucun ne s'est présenté, au grand désarroi des responsables de ces établissements, mais aussi des élèves qui n'ont pas d'enseignants dans le département du Nion-et-Kélé. Reportage Joël Niem et Gladys Sidier. Pour la rentrée scolaire 2017-2018, le préfet du Nion-et-Kélé a fait le tour de quelques établissements pour s'assurer de l'effectivité du début des enseignements. La prise de contact avec les enseignants et les élèves s'est faite de manière sereine. The white colonial masters were as poor and as weak as we were, right? Yes. Okay. Les élèves sont présents, ainsi que les enseignants. Il faut constater que partout d'ailleurs où on est passé, la rentrée est effective, bien que étant un tout petit peu timide dans d'autres écoles. Les résolutions de la nouvelle année scolaire ont été véhiculées par plusieurs chefs d'établissement avec un accent mis sur la discipline. Une sérénité et une bonne ambiance de rentrée scolaire dans le centre-ville qui contraste avec la situation. D'abord, du coup, on va bouger ça en 2016. 2016 est arrivé, on a renvoyé à 2018. Actuellement, ils sont presque à la fin de l'année. Les gens nous disent toujours qu'on va vous donner le projet en cours. Les chauffeurs de voitures de tout calibre broient du noir au quotidien sur cette route. Il faut souvent s'arrêter carrément en situation de croisement. La durée de vie des véhicules prend un sacré coup. Les passagers ne sont pas en reste. Temps, argent, tracasseries corporelles, tout y passe. Je viens de Yaoundé, je vis en Allemagne. Je suis arrivé ce matin pour voir mes partenaires en affaires. Mais chose curieuse, ma voiture est au garage à cause de la mauvaise situation de la route. Et je me demande qui doit s'en occuper. Étant à Bamenda, je constate également que la situation est pareille. Et je ne sais pas. Je suis actuellement en route pour l'hôpital, puisque la situation de la route a tout bouleversé mon système. Donc je ne sais pas. Est-ce qu'on doit appeler les autorités, le pouvoir public? Qui est responsable pour tout ça? De façon sporadique, des palliatifs sont trouvés par les populations. Ici, ce groupe de jeunes s'est organisé pour rembler quelques trous sur la chaussée à l'aide de pierres. En reconnaissance de leurs efforts, les automobilistes leur jettent au passage quelques pièces de monnaie. Ces palliatifs temporaires sont d'une ampleur malheureusement infime, vu l'étendue de la dégradation. Les populations et les usagers vivront ce martyre pendant près de 2 ans encore, le temps que s'achèvent des travaux de réaménagement engagés il y a peu sur le tronçon. Au-delà de ces infrastructures routières dégradées, la gendarmerie nationale a mené son enquête sur les routes accidentogènes au Cameroun. Il en ressort une grande responsabilité humaine à travers la recrudescence des infractions commises sur la route nationale numéro 3, la surcharge des véhicules appartenant à des transporteurs clandestins, également des chauffeurs ne disposant d'aucun permis de conduire, autant d'infractions qui augmentent le risque d'accidents sur les routes au Cameroun. Reportage Gizogo.
Sur la route pendant cette période de rentrée scolaire, le secrétaire d'État à la Défense, chargé de la gendarmerie et ses collaborateurs immédiats veillent au grain. Sur la nationale numéro 3, une halte à Pouma permet d'aller au-devant de la réalité. C'est parce que vous étiez en surcharge que vous ne voulez pas vous arrêter. Vous n'aviez pas quoi? Quelles sont les fautes que vous reconnaissez avoir commises? Non, ma faute, je sais que non, je sais quand même en surcharge. Et que vous maintenant, avez... j'ai refusé maintenant de m'arrêter. Le constat fait est celui des délits de plus en plus nombreux sur la route. Nous avons remarqué une recrudescence des infractions à la circulation routière. Nous avons surtout déploré une augmentation du transport clandestin. Transport clandestin qui est accompagné des surcharges, de la conduite par des personnes peu habilitées à le faire et des véhicules qui n'ont pas les pièces légales indiquées pour faire ce transport. Résultat, comme vous le constatez vous-même, il y a beaucoup d'accidents de circulation avec le nombre de morts dans la mesure où ces véhicules qui assurent le transport clandestin font des surcharges de personnes et de bagages et lorsqu'un accident se produit, évidemment, il y a beaucoup de morts. Ce qui amène à envisager de durcir la répression face à ces manquements. Nous allons faire des propositions à notre hiérarchie allant dans le sens d'augmenter les sanctions à infliger aux chauffeurs qui assurent la mauvaise conduite. Car nous constatons que malgré tout ce qui est fait, il n'y a pas encore une réelle prise de conscience sur la dangerosité de la route. Ces feux ne sont pas adaptés. Et ils utilisent ça. Dans les localités reculées des ECA. On nous a affecté les enseignants ici qui sont toujours absents. Leur esprit voudrait que on construise de belles maisons, on construise leur habitation personnelle pour qu'il y ait un reste. Nous avons des élèves qui errent un peu partout de cette façon-là. Ils errent. D'autres quittent ma panne pour aller à Ezeka, Borsor, Bourkele, ainsi de suite. À Bioura ou à Makak, par exemple, plusieurs établissements créés depuis des années n'ont jamais eu de personnel enseignant. Dès qu'on a des élèves, les élèves viennent, les élèves chôment. Il n'y a pas d'enseignants. Le premier directeur qui avait ouvert la didactique avait bien fonctionné. Mais une malchance pour nous, ils l'ont enlevé et envoyé ailleurs. Les multiples requêtes formulées par les populations à l'endroit des autorités compétentes n'ont pas porté des fruits. Alors que des milliers d'élèves et écoliers ont repris le chemin de l'école ce 4 septembre 2017, le tableau est bien sombre pour d'autres qui attendent impuissants une prompte réaction des pouvoirs publics. À peine le train de la rentrée scolaire quitte la gare que plusieurs villes du Cameroun enregistrent pareil dysfonctionnement. C'est le cas à Tian, dans le département de la Menoie. Là-bas, plusieurs établissements scolaires publics sont confrontés à une insuffisance de personnel enseignant, mais aussi la vétusté des infrastructures devant accueillir les élèves et enseignants. Également, le piteux état des voies d'accès à certains établissements scolaires publics dans la ville de Tian. C'est le constat que font Leclerc Sakem et Julienne Berthe-Bissaille. Les carillons de la rentrée scolaire ont déjà sonné au lycée bilingue de Tiang, dans le département de la Menoie. Ici, les élèves indisciplinés sont obligés de se conformer aux normes pour avoir accès dans l'enceinte de l'établissement scolaire. Le manque d'infrastructures devant accueillir ces élèves et le déficit en personnel enseignant angoissent les responsables. Nous avons beaucoup de difficultés, au rang desquelles le manque criard de salles de classe
Et ensuite, le redéploiement de près de 24 professeurs. Quand je dis redéploiement, ailleurs, on a affecté 24 enseignants du lycée bilingue ailleurs. Et pour le moment, nous faisons tout pour résorber ce déficit. Et quand je dis tout, c'est le recrutement des vacataires. Dans tous les cas, la rentrée, elle se prépare avec sérénité. Et nous pensons que malgré les difficultés, nous allons réussir. Autre préoccupation et pas des moindres, cette fois-ci au lycée d'Atoshi, c'est les parents qui traînent le pas pour inscrire leur progéniture. L'état des routes qui mènent dans cet établissement scolaire n'est non plus un facteur encourageant. La difficulté majeure que nous avons ici, c'est la route. Tout le personnel vit en ville, compte tenu de la proximité. Mais l'état de la route, n'est-ce pas, vous l'avez vu, vous êtes passé par là, n'est pas de nature à faciliter les choses. Mais nous ne décourageons pas. Nous faisons des efforts pour être là à l'heure. Ce sont des instructions et nous avons entrepris avec les surveillants généraux, n'est-ce pas, d'amener les élèves à ranger les tronçons des routes qui sont encore arrangeables pour faciliter, n'est-ce pas, l'accès au lycée. C'est faisable et nous y attellerons fermement. Quoi qu'il en soit, le train de la rentrée scolaire est déjà en marche dans le département de la Ménois. Au lendemain de la rentrée scolaire, l'une des plus grandes inquiétudes des parents, c'est l'alimentation de leurs enfants dans les cantines scolaires, malgré les assurances des chefs d'établissement. L'on note que les menus sont préparés puis conservés dans des conditions douteuses, ensuite proposés aux élèves sans aucun respect des règles élémentaires d'hygiène, de quoi exposer les enfants aux maladies hydriques et maladies gastriques. Nos reporters Emmanuel Diop et Marcelin Gansop ont pris leur pause déjeuner avec des élèves dans plusieurs cantines scolaires à Yaoundé. Reportage. C'est l'heure du goûter dans une école privée de la capitale. Des bouts de choux sont confortablement installés, chacun devant son plat, dans une cantine bien aménagée, loin des intempéries. Vous savez, avec les enfants, ça n'a jamais été facile. Il faut céder aux caprices, il faut aller, mais ça va quand même. Bon, c'est vrai, il y en a qui ne mangent pas trop. Bon, il y en a qui mangent vraiment, qui vident les plats et puis ils en redemandent. On fait des menus, donc un menu par jour pendant une semaine. Bon, on essaie de gérer, c'est vrai, tout ne plaît pas à tout le monde, à tout enfant. Dans une autre école, située non loin de là, le constat est le même. Les élèves et les enseignants n'ont pas de souci à se faire. Une cantine propose de quoi manger aux différentes pauses. Déjà qu'il n'y avait pas de cantine l'an dernier, alors ça a été instauré cette année. C'est depuis ce matin quand même que j'ai beaucoup de mamans qui viennent prendre les goûters pour leurs enfants et tout et tout. Déjà, c'est mon domaine, je fais dans ça, j'ai fait hôtellerie. Du coup, je suis mon cours. Il n'y aura aucun souci. Dans la capitale, plusieurs établissements scolaires disposent des cantines. Mais les portes ne sont pas ouvertes aux premiers venus. Nous recevons des offres de services et nous choisissons la meilleure. Comme actuellement, là, nous travaillons avec EcoFoods. Ils nous offrent des services de qualité, la bonne nourriture, hygiénique, diététique pour les enfants. Oui, il y a beaucoup de documents agréés par le ministère de la Santé. Ils nous présentent ça pendant les autres services et on vérifie si c'est authentique. Nous prenons les dispositions hygiéniques nécessaires. Déjà, la cantine est conçue par nous-mêmes et on l'a fait assez propre. Ce qu'on prêche ici, c'est que la propreté est la règle élémentaire. Donc c'est déjà propre et à la dame elle-même, on lui recommande d'avoir un certificat médical. Ça, c'est d'abord légal. On surveille sa façon de faire. Donc ces repas doivent être protégés. On les met dans les assiettes couvertes. Même le pain qu'elle vend, elle doit être protégée. En bonne mère de famille et consciente des risques de leur activité, les tenancières de ces cantines s'assurent de la qualité des aliments proposés aux consommateurs. Les chefs d'établissement veillent également au grain et ne manquent pas de faire des rappels à l'ordre lorsque les dérapages sont constatés. Personnellement, j'y veille que tout ce qui est vendu là-bas soit propre. Et même pour les enseignants, parce que si l'enseignant n'est pas en santé, la classe est vide. Et ça fait problème. Bon, on peut avoir des petits accrochages parce que peut-être l'enfant a sauté la journée sans manger, mais c'est des cas rares. À Yaoundé,
Tous les établissements scolaires ne disposent pas d'une cantine. Certains chefs d'établissement laissent le soin aux parents d'assurer eux-mêmes le goûter de leur progéniture. Ceux qui ont eu l'idée d'ouvrir des cantines ont dû les fermer à cause des plaintes des parents. Dans le reste de l'actualité, l'une des curiosités du redéploiement des sous-préfets au Cameroun, c'est le jeu de chaises musicales effectué dans le département du Vouri. Les sous-préfets de Douala 1er, 4e et 5e ont été mutés dans ce même triangle, de quoi susciter des inquiétudes chez la classe politique, notamment celle de l'opposition. Reportage Mitterrand Dame et Étienne Pascal Azégué. Depuis le 4 septembre 2017, 3 arrondissements sur les 6 que compte le département du Vouri ont de nouvelles autorités administratives à leur tête. Il s'agit notamment de l'arrondissement de Douala 1er, de Douala 4e et de Douala 5e. Il y a certes eu changement de poste, mais ce sont des visages et des noms qui sont bien familiers aux populations de la ville de Douala. Une certaine classe politique de Douala trouve suspicieux ce jeu de dames survenu entre autorités administratives de la capitale économique. Ça rend un peu ce mouvement suspicieux au niveau de la ville. Pourquoi on enlève les mêmes, mais on ne les sort pas de la ville, on leur change plutôt d'arrondissement et ensuite on conserve dans la ville des sous-préfets qui sont appelés à faire valoir leur droit à la retraite. Une autre opinion, toujours politique, voit plutôt en ce changement d'hommes des dispositifs stratégiques en vue des prochaines échéances électorales, notamment dans la ville, poumon économique du Cameroun. Je pense qu'en tant qu'acteur politique, en tant qu'homme politique, que cela augure déjà une certaine préparation de certaines échéances. Nous savons tous que 2018 était une année électorale. Donc, même comme les chefs d'État n'interviennent plus dans le processus électoral, mais quand même, n'en demeure pas moins que c'est à eux d'assurer toute la sécurité pendant ces temps-là. Jean-Marc Ekwambarga, qui parle de l'arrondissement de Douala 1er pour l'arrondissement de Douala 4e, et Jean-Marie Tchakui, qui prend les rênes de l'arrondissement de Douala 1er en provenance de l'arrondissement de Douala 5e, affirme que le poste change certes, mais les défis restent plus ou moins les mêmes. C'est le même environnement. Donc nous ne serons pas très dépaysés parce que nous restons dans la même ville et nous allons continuer à bénéficier de l'encadrement de la hiérarchie pour pouvoir donner le meilleur de nous-mêmes à Douala 1er où nous sommes désormais appelés à servir. Vous savez qu'en matière de commandement territorial, chaque unité administrative a ses spécificités. Ça fait donc que même si les attributions de l'autorité administrative demeurent les mêmes, il reste quand même qu'à chaque unité administrative, il y a des spécificités. Et je crois que je sais déjà par quel bout je vais commencer à Douala 4e. Si, dans l'arrondissement de Douala 4e, le problème des bouchons, dû aux travaux actuellement en cours sur le pont du Vouri, reste préoccupant, dans l'arrondissement de Douala 5e par contre, où officie désormais Bakoma Zakios, en provenance de l'arrondissement de Douala 4e, il faudra mettre de l'ordre dans l'installation des débits de boissons, sans toutefois oublier la prostitution et le grand banditisme qui ont... Bonsoir à tous. À la une de ce journal, le vent de la contestation anglophone tire ses origines de la dégradation des infrastructures routières dans le nord-ouest. Le fameux axe Bamenda-Babadjou est en très mauvais état et toutes les activités économiques sont tombées en ruine le long de cette route. Les promesses du gouvernement n'ont pas été concrétisées jusqu'ici et la colère des populations s'amplifie de jour en jour. À peine le train de la rentrée scolaire a quitté la gare que les premiers dysfonctionnements perturbent déjà l'encadrement des élèves entre l'insuffisance du personnel enseignant, la vétusté des infrastructures et le piteux état des voies d'accès à certains établissements publics. L'année scolaire s'annonce bien difficile dans plusieurs localités du Cameroun et vous le verrez dans ce journal, une incursion dans les cantines scolaires où la cuisson et la préparation des aliments prêtent déjà à confusion et inquiètent de nombreux parents d'élèves.
Merci de suivre cette édition complète de l'information sur Equinox Télévision. Cette colère des populations qui s'amplifie de jour en jour dans le nord-ouest, malgré les promesses du gouvernement, l'axe Bamenda-Babadjou n'a pas encore été réhabilité. Du coup, c'est un véritable calvaire. La route est en très mauvais état et toutes les activités économiques sont tombées en ruine le long de ce fameux axe Bamenda-Babadjou. C'est un grand reportage signé Stella Bou et Eric Martial Ndiomo. Des nids de poules à perte de vue. Pas le moindre mètre sans rencontrer sur cet axe routier des crevasses qui rivalisent de profondeur et d'épaisseur. Nous sommes sur la nationale numéro 5 et sur le tronçon dit de tous les calvaires entre Babadjou et Bamenda. La vitesse des véhicules frôle le fond des minima. Il faut pas moins de 3 heures de temps aux automobilistes pour effectuer le trajet d'une quarantaine de kilomètres seulement. Les activités commerciales le long du tronçon ont quasiment cessé. La route est détruite. Regardez un atelier comme ça. Rien ne marche. Le copeau qui était là avant, c'est tout détruit. Les cercueils, tout gâté. Parce que la route est presque gâtée. Donc nous sommes déjà perdus, nous sommes calés, comme vous nous voyez. Donc rien ne donne. Le business, rien ne donne. Quand vous parlez comme ça, regardez vous-même, rien. Les ateliers et tout ce qui était là, on ne vend plus quelque chose. Ça c'est comme ça un grand marché. Rien ne donne. Le marché de Bamendousso. Par semaine, on pouvait vendre même deux casseurs, même 5 lits, 10 lits parfois. Mais actuellement, même en 2 mois, on va même un lit, on vend que par hasard. La zone a la particularité d'avoir des terres très fertiles. Les fruits du travail de la terre y sont abondants, mais leur écoulement vers les grandes villes est problématique. La route est vraiment impraticable, on ne fait que renverser des voitures. Nous supplions vraiment le gouvernement à penser à nous et vraiment de mettre pour l'appui parce que ça ne va pas du tout. Ça ne fait pas de cela une semaine que j'ai renversé le camion ici en bas pour la mauvaise état de route. Et Santa que nous sommes, c'est le grenier de tout le Cameroun. Regardez les vivres frais. On nourrit comme ça tout le Cameroun avec. Et sans état de route, on ne peut pas y arriver. Les véhicules s'abîment et ça ne donne pas. Cela fait pourtant plusieurs années que l'asphalte a commencé à se creuser par endroits sur le tronçon Babadjou-Bamenda. Progressivement, les nids de poules qui grandissent au fil des mois ont pris cette route en otage, kilomètre après kilomètre, sous le regard complice des autorités. Et depuis peut-être environ 2015, les conducteurs de mototaxis lassés par la situation ont préféré pour beaucoup fuir les villages environnants. Ceux restés sont obligés de faire de la surenchère aux passagers. Selon l'état de la route, nous avons même refusé de payer les impôts ici, toujours à cause de la route-ci. Vous comprenez? Le transport, avant on prenait les gens d'ici tout manquait à 100. On a décidé que c'est 200 ou rien. Vous voyez? Parce qu'on avait